Grâce d'une nouvelle semaine qui démarre aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous de nous suivre chaque matin à partir de 7h30 jusqu'à 9h sur Savane TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Oui, alors vous l'avez remarqué, la semaine dernière, Bonjour le Faso a été masculinisé, comme j'ai envie de le dire. On dit merci à Francis Emmanuel Zongo qui a assuré donc c'est la semaine dernière, le temps de notre absence. Nous sommes de retour et nous sommes ravis d'ailleurs de vous retrouver. Oui, vous allez voir les fruits de notre mission à Tenkodgo et puis voilà à travers donc la rubrique à la découverte 2 pour ne pas dire dans la région du Nakambe puisque nous y étions à l'occasion donc du Éduc Tour. Vous allez voir ces résultats. Mais avant donc d'aller à Tenkodgo, nous sommes passés par Zorgo pour découvrir le musée de Warba de Zorgo et aujourd'hui on vous invite à découvrir ce musée dans la rubrique à la découverte 2. Et plus tard, nous recevrons le syndicat des enseignants du supérieur et du secondaire, SNES, qui a d'ailleurs tenu son AG. On va en discuter sur ce plateau et on parlera aussi donc de la revue de presse. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. La première rubrique commence maintenant, c'est à la découverte 2. La rubrique à la découverte 2 nous amène à la découverte du Burkina Faso, que ce soit ses potentialités touristiques et traditionnelles, les potentialités historiques. Nous partons à la découverte de cette site touristique-là du Burkina Faso et cette semaine, direction le Ganzourgou. Je vous laisse voir. Cette semaine, nous sommes dans le Ganzourgou pour vous faire découvrir un musée atypique. Il s'agit du musée de Warba de Zorgo. Alors, je vous amène à la découverte du musée de Warba de Zorgo qui a vu le jour en 2008. Le musée de Warba est situé à l'entrée de la ville de Zorgo, à droite en provenance de Ouagadougou. Le musée de Warba de Zorgo a été créé en 2008 par l'association Génération Montante pour le développement du Ganzourgou. Cette association organise depuis quelques années le festival Warba de Zorgo qui draine beaucoup de festivaliers. Construire ce musée qui valorise la danse Warba, c'est participer à la valorisation de cette danse du terroir. Le musée de Warba vise à doter la province du Ganzourgou d'une mémoire vive du festival Warba en vue de pérenniser cette danse. Dès la porte du musée de Warba, il y a une statue d'un danseur de Warba avec son accoutrement. Ce danseur tient au niveau de ses mains des instruments et accessoires utilisés lors de la danse de Warba. Dès l'entrée dans la cour, à droite vous avez la salle d'exposition. La visite dans cette salle commence toujours de la droite vers la gauche. Le musée de Warba conserve et expose des instruments de musique, des accoutrements de danse, des photos et des tableaux de peinture produits dans le cadre du festival Warba. Dans cette salle d'exposition, vous verrez les images de différents types de tambours traditionnels appelés bendré, des instruments de musique lunga et d'autres instruments utilisés par les troupes de danse Warba. Vous observerez des mannequins habillés en tenue traditionnelle avec les accessoires des danseurs de Warba. Vous aurez également des photos des troupes de danse Warba lors des différentes éditions du festival Warba de Zorgo. On a aussi des photos de prestations de ces troupes Warba de Zorgo à des événements culturels au Burkina et à l'extérieur. Rappelons que le Warba est une danse les plus importantes et populaires du milieu Mwaga. Elle est une danse d'endurance et de souplesse. Le Warba est une occasion de défi pour les danseurs de tester les forces occultes par les jets de projectiles connus sous l'appellation Pebre Amore. Les troupes de Warba se préparent mystiquement. Le musée de Warba est ouvert au public national et international. Les élèves sont d'ailleurs ceux qui visitent le plus le musée de Warba de Zorgo. Alors, n'hésitez pas à faire un tour au musée de Warba lorsque vous serez de passage à Zorgo. Alors, nous étions au musée de Warba de Zorgo.
J'espère que vous avez beaucoup appris concernant le musée de Warba de Zorgo. Si vous êtes de passage à Zorgo, n'hésitez surtout pas à visiter le musée de Warba de Zorgo. Il y a des merveilles à découvrir. C'est notre patrimoine culturel que vous découvrirez ici. Alors on se retrouve sur le plateau. En attendant, nous profitons de la bonne sonorité. Oui, nous sommes de retour et puis voilà, nous sommes sur le plateau. C'est l'occasion pour moi aussi de dire merci donc à mon binôme Ahmed Joël Compaoré qui était justement à la caméra et qui a réalisé ces belles images et les interviews que vous allez écouter à partir de demain. Merci bien sûr donc à la localité et surtout aux responsables du musée de Warba pour l'accueil. On a été tellement bien accueillis et merci bien sûr à l'agence Faso Tourisme qui nous a permis de faire ce éductour. Donc c'est justement faire le tour donc des sites touristiques du Burkina. Et cette année, c'était notamment la région du Nakambe, mais comme on passait bien sûr par le Britenga, on est passé par Laongo, on est passé par Zorgo avant d'arriver donc à Tenkodgo et autres. Merci bien de votre attention. Pour la suite de l'émission, nous allons marquer une petite pause et on revient. Et ce matin, nous sommes avec Elhadj Amadé Soro qui nous accueille. Que nous accueillons d'ailleurs. Bonjour, Elhadj. Bonjour, c'est nous qui vous accueillons également. Oui, c'est ça. Vous aviez une tournée dans le cadre du tourisme au Burkina Faso. Effectivement. Donc, soyez les bienvenus. Merci bien. Alors, pour la revue de presse, on va découvrir les titres de l'actualité. Je sais que l'actualité est marquée par notamment ces échanges-là que le président a accordés notamment à la presse nationale et internationale. Absolument. Nous commençons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'OBS 80e Assemblée Générale de l'ONU, nos pays se retrouvent confrontés à des terroristes qui ne sont en réalité que des supplétifs d'armées étrangères prédatrices. Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre du Burkina. En 3 du MPSR2, bientôt nous parlerons d'un albinos noir et vous verrez. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, au sujet de la lutte contre le terrorisme. Coup de filet magistral des douanes de Bobo. Plus de 266 millions de francs CFA de marchandises frauduleuses saisies. Présidentielle en Guinée, le colosse de Conakry trace son boulevard. À la suite du journal L'Observateur Palga, place au journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso, à la une de l'Express du Faso, initiative présidentielle pour le développement communautaire, opération matinale pour nettoyer les cimetières militaires de Ouézéville. Les habitations et fermetures des mines en Afrique, les acteurs recommandent la mise en place d'un référentiel des coûts. Autant le dire à boulet rouge sur l'ONU, mais à quoi cela servira-t-il? Civisme et cohésion nationale, clap de fin des conférences publiques à Bobo, groupement d'instruction des forces armées, fin de formation militaire pour 120 stagiaires douaniers, brigade mobile des douanes de Bobo, plus de 266 millions de francs CFA de marchandises frauduleuses saisies. Campagne africaine, Raimo FC et l'USFA qualifiés pour les prochains tours. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Sidouaya. À la une de Sidouaya, sitôt 2025, la région du Nakambe dans toute sa splendeur. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo à la tribune de l'ONU. Les Burkina Faso affirment en toute responsabilité que ces priorités ne sont pas négociables. Éditorial, 3 ans d'engagement. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, nous travaillons à faire du Burkina un pays développé dans quelques années. C'est-à-dire donc dans le supplément du Sidouaya. Place à présent au journal Le Pays. À la une du Pays, confidence du week-end. Liberté économique en Afrique, le Burkina Faso classé 14e. Transport des amendes de qualité à l'intérieur du Burkina, un laissez-passer institué. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo à la 80e AG de l'ONU. Le terrorisme est devenu le prétexte bien trouvé de certains États pour spolier les ressources africaines. Capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, nous avons décidé de faire une révolution et nous l'assumons. Campagne présidentielle au Cameroun, l'opposition pourra-t-elle créer la surprise, s'interroge le quotidien. Samao 2025, les rideaux tombent sur une note de satisfaction.
Poursuivons avec cette revue donc, de presse de la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, lutte contre le terrorisme, salve premier ministériel malien et burkinabé contre France, Algérie, Ukraine à l'ONU. Colère noire des amitiés, de l'eau et du courant à Madagascar. La génération Z enflamme les rues de Tana. En 3 de l'accession du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, cette guerre, nous ne pouvons que la gagner. News du jour, le CMGA alerte sur les pêcheurs en eau trouble. La IMOFC et l'USFA valident les tickets pour le second tour, 144 nouveaux officiers prêts à servir. Et nous terminons avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, François Savadogo, écrivain, l'ouvrage La loi de la grossesse qui sortira le 30 septembre prochain parle des secrets de la vie. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, il faut que nous menions cette guerre pour être totalement indépendants. Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, à l'ONU, le bilan des 8 décennies des Nations Unies, loin de susciter de l'allégresse, s'apparente davantage à un fiasco embarrassant. Fondation de la République populaire de Chine, 76 ans après, l'Empire du Milieu parmi les premières puissances du monde. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur l'actualité, surtout l'actualité phare de cette journée, aussi pour ne pas dire depuis hier nuit. C'est notamment les échanges que le président du Faso a accordés à la presse nationale et internationale. Qu'est-ce qu'on retient de cette interview de 90 minutes? Oui, Abzeta, il faut donc dire que beaucoup de choses ont été dites par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut donc également ajouter que chaque fois qu'il prend la parole, il faut s'attendre à un masterclass, à une sorte donc de révélation importante pour la vie de la nation. Nous le savons très bien. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un militaire qui n'a pas donc le langage diplomatique comme lui-même il assume, parce que nous sommes à un moment de notre vie, de notre histoire du Burkina Faso, de l'AES, qu'il ne sert à rien de s'abriter derrière des formules diplomatiques pour caresser une réalité qui n'est pas rose. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés par des pays, par des personnes qui ne sont pas d'accord avec la trajectoire prise par le Burkina Faso, par les 2 autres pays de l'AES. Donc il faut crever l'abcès, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien sûr avec respect, mais en tout cas en disant la vérité. C'est pourquoi, à l'occasion de cette rencontre avec la presse nationale et la presse internationale, comme on a pu les constater, il y avait donc beaucoup de journalistes burkinabés, mais aussi africains, notamment Vox Africa et puis Canal Africable. Tout ça, c'est pour donner une lecture réelle de la situation. Et c'est pour dire également que ce contexte dans lequel nous vivons n'est pas un contexte qu'on doit dissocier de l'ensemble des événements qui marquent, qui jalonnent le monde, notamment le basculement géopolitique. J'ai beaucoup aimé la manière donc de répartir, en tout cas, les débats, la manière donc de segmenter les questions. Il y a les questions d'actualité, les questions liées à l'économie, les questions liées à la vie sociale, les questions liées bien sûr à la lutte contre le terrorisme, mais aussi des questions liées à la géopolitique. Oui. Parce que tout se tient. Ce qui se passe ailleurs a un impact considérable sur nos choix politiques, sur nos stratégies militaires, sociales, politiques, etc. C'est pourquoi, sans rentrer dans les détails, je dois donc faire un commentaire sur la charge émotionnelle des propos tenus par le capitaine Ibrahim Traoré. Quand vous êtes un Burkinabé et que vous savez l'immense défi dans lequel nous étions, et vous voyez en 3 ans ce qui a été engrangé comme résultat, vous ne pouvez que vraiment
féliciter le travail qui est mené. Parce qu'il a dit, hein, quand il est arrivé au pouvoir, c'était vraiment un pays, je ne dirais pas délabré, mais un pays où il n'y avait rien. 100 000 cartouches pour toute une nation. Ouais. Comment est-ce que vous alliez mener cette guerre-là? Ça veut dire qu'on était parti pour dans l'abîme. C'était... bon, on ne dirait pas que s'il n'était pas venu, on allait disparaître. Mais en tout cas, on n'était pas loin de là. Où on se rangeait. Ouais, value. Donc, ça veut dire, quand on essaie donc d'aller au-delà des mots qui ont été prononcés, l'esprit de la rencontre doit amener les Burkinabés. Parce que comme je l'ai dit dans une de mes chroniques, enfin, ce matin, sur ma page, tout Burkinabé qui écoute cette interview-là, ces échanges-là, doit savoir qu'en réalité, nous avons une grande chance. Nous avons une opportunité de nous mettre derrière cette vision du capitaine Ibrahim Traoré, derrière la révolution progressiste populaire, parce que c'est à travers, effectivement, son leadership que nous allons non seulement mettre fin à la guerre, comme il a dit, mais aussi développer notre pays, le Burkina Faso. Bien sûr, au cours de nos prochaines éditions, on va y venir, peut-être de façon détaillée, sur chaque thème évoqué, mais déjà, l'esprit même de la rencontre. Vous savez, depuis un certain temps, il avait commencé à observer un silence. Voilà, les gens disaient que non, que le capitaine Ibrahim Traoré ne parle plus comme avant. C'était pour, effectivement, laisser les choses aller d'elles-mêmes et finalement, maintenant, prendre la parole dans cette période charnière qui est donc le 3e anniversaire de la session au pouvoir du MPSR2, pour effectivement expliquer que pas parce qu'on ne parle pas, qu'on ne travaille pas parce qu'on ne sort pas faire des déclarations, qu'il n'y a pas au fond un travail qui s'est fait. Et les analystes même disent que c'est quand tout est calme que le travail s'est fait. Et donc c'est vraiment une réaction à chaud, une réaction donc de satisfaction des informations qui ont pu être donc données à travers ces échanges-là. Et on a également compris qu'en réalité, entre les peuples africains, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Il a dit que ce soit avec les peuples ivoiriens et même avec les militaires béninois. Vous avez su qu'il y a eu des opérations qui ont été menées et sans même qu'il y ait une décision politique. Parce que quand il y a un péril, il faut d'abord sauver ce qui peut l'être avant maintenant de voir est-ce qu'il faut mettre la forme ou pas. C'est pour donc dire que tout Burkinabé doit réécouter cette interview-là, une sorte de conférence de presse, pour effectivement situer cela dans la suite de ce qui avait été déjà fait. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai visionné la rencontre que le chef de l'État a eu avec la classe politique. Si vous voyez comment il a dépeint la situation nationale, vraiment vous aurez les larmes aux yeux en fait, parce que on était vraiment au bord du précipice, on était au bord du gouffre, et qu'il fallait qu'il y ait cette prise de conscience de la situation. Vous avez vu, lorsqu'il est arrivé, il a remodelé, réorganisé l'armée, toutes les autres services, toutes les autres forces de défense et de sécurité, surtout l'équipement. Parce que notre talon d'Achille, c'était la question, n'est-ce pas, des équipements, des équipements militaires. Et on ne s'est pas arrêté à ce niveau. On a dit, c'est vrai, on est dans une situation de guerre, mais on ne va pas s'arrêter. On va pas tout mettre sur la guerre et puis ne pas travailler pour le développement du pays. C'est dans ce sens que vous avez vu effectivement les différentes initiatives présidentielles. Comme je l'ai dit une fois, ces initiatives présidentielles qui ont été élaborées, c'est pour contrebalancer la lourdeur administrative que nous remarquons dans l'administration publique. Quand vous voulez exécuter un travail, vous allez voir que voilà, tout est d'abord la paperasse, ensuite la lourdeur, il faut voir un tel, on va faire une étude de faisabilité, ensuite il faut mettre en place un comité qui va statuer sur le bien fondé du projet, ensuite il faut mobiliser des fonds. Tout ça, pendant que sur le terrain, ça urge. C'est pour cela que donc, les initiatives présidentielles ont été une trouvaille du capitaine Ibrahim Traoré pour effectivement pallier au plus pressé, trouver des réponses immédiates aux questions existentielles du Burkina Faso. On a vu qu'il y avait des zones qui étaient enclavées, mais grâce effectivement à des initiatives comme
à des projets comme la remise à l'état de l'ONBA, donc qui construit les ponts, les barrages, etc. Et on a pu effectivement constater que cela a contribué à alléger donc les souffrances des populations. L'un dans l'autre, ces 90 minutes donc, ont été une véritable occasion pour le chef de l'État de passer en revue l'ensemble des questions en lien avec l'actualité brûlante, en lien avec les projections donc, du Burkina Faso pour l'avenir. Et comme il a dit, cette guerre, nous ne pouvons que la gagner. Nous n'avons pas une autre alternative. Et quand vous écoutez l'enthousiasme, hein, l'optimisme qui se dégage et derrière, n'est-ce pas, dans les propos du capitaine Ibrahim Traoré, vous ne pouvez qu'être gagné par ce même optimisme. Et si on a un message ou un appel, c'est effectivement à l'endroit de ceux qui veulent toujours vraiment saper les efforts de l'État, ceux qui veulent toujours, en tout cas, travailler de connivence avec l'impérialisme qui ne veut pas effectivement que nous puissions non seulement gagner cette guerre et que nous puissions avoir confiance en soi. Parce que le chemin du développement commence par la confiance en soi. Si vous n'êtes pas confiant en vous-même, si vous dites que, bon, de toutes les façons, moi je ne peux rien faire sans les autres, en ce moment, vous ne pouvez pas effectivement poser des actes qui vont aller dans le sens de votre développement, de votre émergence. Donc, avec cette interview, certainement, comme je l'ai dit, nous allons revenir dans les prochaines éditions sur beaucoup d'autres aspects développés par le capitaine Ibrahim Traoré lors de cette rencontre avec la presse nationale et la presse internationale. C'est tellement de points qui ont été évoqués, donc merci beaucoup. Et est-ce que vous avez hâte comme moi de voir l'albinos noir? Bien sûr. Et il a refusé de dire les détails. Mais je pense que on va le voir tout de suite. C'est ça. Merci bien. Alors, deuxième sujet, on s'intéresse maintenant à la sortie aussi, donc au niveau de la tribune des Nations Unies. Le Premier ministre y était. Des ministres également. Absolument. Il faut donc mettre cela dans le même sillage, à savoir la place de l'AES dans le monde. Depuis que cette alliance a été créée, alors chaque jour, ce sont des résultats géopolitiques, des résultats diplomatiques qui sont donc engrangés par l'AES. Et là, vous avez vu qu'à la 80e AG de l'ONU, qui a été une occasion pour les 3 premiers ministres de l'AES, chacun de livrer un message, puisque nous sommes dans une confédération, un message qui dépeint la situation nationale, la situation sous-régionale, la situation régionale et la situation internationale. Quand on prend par exemple le Premier ministre du Mali, qui a été le premier à lancer, entre guillemets, les hostilités, on a vu effectivement qu'il est revenu sur les résultats engrangés par la transition au Mali sous la conduite du général Assimi Goïta. Et bien sûr, les péripéties également que le pouvoir a eu à faire face, a eu donc à subir au niveau donc, du Mali, et surtout les relations avec certains voisins du Mali comme l'Algérie. Bien sûr, il reviendra sur l'attitude condescendante de la France, mais aussi de l'Ukraine, qui a publiquement assumé avoir soutenu, n'est-ce pas, les terroristes lors de l'attaque de Tizawaten. Et bien sûr, en tant que Premier ministre donc, de l'AES, il est revenu bien sûr sur les acquis importants qui ont été engrangés par l'AES, que ce soit dans le domaine de la défense, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine bien sûr du développement. Il y a des projets en commun qui ont été pensés, qui ont été mis en œuvre, et récemment il y a eu donc la rencontre des parlementaires, des présidents des parlements de l'AES. Bien sûr, il y a eu également la mise en place de la banque d'investissement pour l'AES, et l'AES donc continue à dérouler son programme pour le bonheur des populations. À la suite du Premier ministre malien, c'était le tour du Premier ministre burkinabé, après donc le militaire, les journalistes, qui a le sens donc de
recoupage des faits et des informations, et qui est revenu effectivement, qui a embauché donc la même trompette pour effectivement dépeindre une situation catastrophique, d'abord même de l'ONU. L'ONU dont la principale raison, le principal mobile, c'était de travailler pour asseoir, n'est-ce pas, la paix universelle. Mais on s'est rendu compte que les grandes puissances qui commandent, qui siègent au niveau donc de l'ONU, la plupart de ces grandes puissances-là n'ont pas d'attitude, ne posent pas des actes qui vont dans le sens de la consolidation de la paix dans le monde. On a vu par exemple qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a le droit de veto qui est tout le temps brandi par certaines puissances si leurs intérêts ou les intérêts de leurs alliés sont menacés. Ce sont des attitudes qui ne sont pas de nature à faire prospérer la paix dans le monde. Donc pour le Premier ministre burkinabé, alors le constat c'est un fiasco. C'est un fiasco donc que l'ONU a essuyé, et il fallait donc, il faudra par la suite travailler à corriger ces écarts et de voir comment est-ce que nous pouvons véritablement et bien sûr travailler à une réforme substantielle de l'ONU, notamment du Conseil de sécurité, en accordant bien sûr un siège permanent au continent africain, comme un continent de plus d'1 milliard de personnes n'a toujours pas un siège permanent, n'a pas un droit de veto au niveau de l'ONU. Sans oublier bien sûr que le terrorisme est instrumentalisé par ces mêmes puissances-là pour pouvoir bien sûr spolier les ressources africaines, les ressources sahéliennes. Sinon, les ethnies, les religions vivaient avant sans problème. Pourquoi subitement, dans les années 2010, qu'on a commencé à connaître ce phénomène donc, du terrorisme. Donc je pense que les trois pays qui ont été frappés de plein fouet par le terrorisme là, ont mené des investigations, ont eu des résultats sur le terrain qui montrent effectivement que ces terroristes-là, ces criminels qui écument donc le Sahel, sont des gens qui ont été instrumentalisés par des puissances externes, comme l'a dit le Premier ministre, ce sont des supplétifs d'armées étrangères, donc d'armées étrangères prédatrices, et qui donc ne veulent qui veulent nos terres, nos ressources sans nous. Voilà, c'est ça en fait l'objectif qu'il faut comprendre. Et à la suite donc du Premier ministre burkinabé, c'était autour donc du Premier ministre nigérien, Mohamed Lamine Zein, de revenir encore pour confirmer ce que ces deux prédécesseurs ont affirmé, mais en mettant un accent particulier sur le cas de la France. Parce que c'est vrai que la France a exploité ses anciennes colonies à travers plusieurs mécanismes, à travers plusieurs méthodes, mais pour le Niger, c'est vraiment flagrant, notamment avec la question de l'uranium. L'uranium qui est considéré comme une source d'énergie importante pour la France, notamment à travers les centrales nucléaires, alors qu'au niveau du Niger, il n'y a pas d'électricité. Donc l'uranium qui a contribué au bonheur du peuple français a en même temps contribué à la misère et à la pauvreté du peuple nigérien. Et le Premier ministre donc a demandé à la France d'assumer, n'est-ce pas, les crimes coloniaux que la France a commis au Niger, et bien sûr dans d'autres pays africains également, et à les assumer et à s'engager donc à les réparer. C'est pour donc dire que c'est un bloc homogène, l'AES, qui a pu donc prendre la parole au niveau donc de la tribune de l'ONU pour effectivement dépeindre la situation que ces trois pays vivent, et également mettre devant les yeux du monde entier les contradictions de ces mêmes partenaires-là qui souvent disent qu'ils nous aident, mais en réalité, ils ne nous aident pas. Vous savez très bien que la parole diplomatique et la parole politique, lorsqu'elle est prononcée sur une tribune comme l'ONU, ça porte très loin, et cela va avoir des avantages, en tout cas des retombées diplomatiques considérables pour les trois pays. Donc il faut les féliciter pour ces discours lumineux, pour ces discours en tout cas qui reflètent les aspirations réelles, n'est-ce pas, des trois pays, et que finalement tout ce dont le monde a besoin, c'est un monde de paix, c'est un monde de collaboration, c'est un monde de coopération où chaque État défend ses intérêts, mais pas en piétinant les intérêts des autres États. Bien sûr. Merci beaucoup, Elhadj, pour ces analyses. Merci.
Restez avec nous, nous allons sillonner quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Nous recevons ce matin M. Souleymane Compaoré, secrétaire général du SNES, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur. Bonjour à vous, M. Compaoré. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous recevoir. Alors, avant de parler de votre congrès ordinaire qui a eu lieu ce week-end, on va faire plus connaissance avec le SNES en général, donc le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur. Situez-nous un peu, quel est l'historique de la création de ce syndicat? Le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur est officiellement né en juillet 1972. Nous avons fêté notre cinquantenaire en 2022. C'est un syndicat qui est issu du syndicat national des enseignants africains de haute volta d'antan, devenu SNEAB aujourd'hui. Et c'est au regard du fait que nous avions estimé en son temps, les devanciers ont estimé en son temps que les intérêts des enseignants du secondaire et du supérieur n'étaient pas mieux défendus au sein du SNEAV, qu'il y a eu cette scission pour créer spécifiquement un syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, qui regroupe l'ensemble des enseignants du secondaire, du supérieur et d'autres personnels de l'éducation tels que les personnels d'administration et de gestion, les personnels d'animation de la vie scolaire, les laborantins et bien d'autres personnels de soutien. Et quels sont les objectifs d'un tel syndicat? Le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur a pour objectif principal la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. En clair, il s'agit de travailler à faire de sorte à ce que nos conditions de vie et de travail soient améliorées, à faire de sorte que nous puissions apporter notre touche au système éducatif de manière quantitative, mais également de manière qualitative, mais dans des conditions optimum de travail. Ok. Et conditions optimum de travail, qu'est-ce que vous appelez conditions optimum de travail? Quels sont peut-être les grands défis à relever en matière d'enseignement au supérieur et au secondaire? Pour commencer par le secondaire, d'abord, conditions optimum de travail s'entendrait par le fait qu'il faut faire de sorte que l'enseignant exerce son travail en étant à l'aise, parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement personnel, un travail qui demande beaucoup de recherche, pendant que, par exemple, je ne minimise pas les autres secteurs de travail, mais quand les autres descendent à 17 heures et ils s'en vont se reposer, l'enseignant continue à la maison à travailler. Et cela demande un accompagnement particulier parce que son travail ne s'arrête pas à l'école simplement. Il y a de la conception à la maison et il y a de l'exécution sur les lieux de travail. Et donc, cette situation demande un accompagnement particulier, comme je le disais, et à tous les niveaux, cela est ainsi du supérieur ou en passant par le secondaire, le post-primaire. Il y a ce travail énorme que les enseignants ont à faire face et faire de sorte pour qu'ils se sentent à l'aise, ce ne serait pas de trop. Et c'est la première étape des conditions minimales de travail que nous demandions. Il y a également que nous voulions que ce traitement fait aux enseignants soit un traitement pas préférentiel, mais un traitement qui serait à la hauteur de l'investissement qu'ils font dans le secteur de l'éducation. Et en cela, nous pensons que nous pourrions, d'une manière ou d'une autre, apporter notre touche à ce que le système éducatif reste debout, fort, et permettre aux enfants burkinabés de s'intégrer dans le tissu social sans grande difficulté. Vous avez parlé des enfants burkinabés, donc notamment les élèves. Vous qui êtes au contact de ces élèves, que ce soit au secondaire et au supérieur, donc ce sont des jeunes maintenant. Quels sont les problèmes que vous rencontrez généralement avec cette génération d'élèves? La grande difficulté aujourd'hui que nous rencontrons avec les élèves, le secondaire, c'est l'adolescence déjà qui commence. Et tout parent, je ne parlais même pas de parents d'élèves, tout parent sait que l'adolescence est une période assez sensible qu'il faut travailler à encadrer avec beaucoup de dextérité, sinon on peut facilement perdre le fil du dialogue et de la confiance avec son enfant. Donc il y a ce défi-là d'abord de la gestion de l'adolescence des enfants. Il y a également que nous sommes dans un monde du numérique actuellement où les enfants ont de la difficulté à se départir de leur téléphone,
à se départir des moyens modernes de communication et qui est un défi majeur même de l'autorité. Nous avons en témoignage tout récemment l'immersion patriotique où on a exigé que les élèves déposent, les nouveaux bacheliers déposent leur téléphone à la maison avant de venir. Mais malgré tout, il y a des élèves qui sont arrivés sur les lieux avec leur téléphone. Il a fallu la rigueur des formateurs pour que cela ne puisse pas être utilisé parce que ça peut nuire à la visée et à la vision que l'immersion avait en perspective. Il y a également l'indiscipline qui est un fléau majeur au sein de nos établissements. Autrefois, j'avoue que nous avions beaucoup de respect pour nos encadreurs, nos enseignants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où tu peux te retrouver à être ouvertement pris à partie par des élèves qui ne se soucient guère de ce rapport professeur-élève en termes de respect, et cela est un problème assez difficile à gérer sur le lieu de travail. Le dernier élément que je voudrais dire, parce qu'on ne pourra pas tout égrener, le dernier élément que je voudrais dire, c'est la consommation des stupéfiants. C'est une réalité dans les écoles. Qui est une triste réalité dans nos écoles. Nous les appelons des psychotropes. C'est des éléments que les enfants consomment et ça impacte très négativement l'ensemble du système éducatif. Ça les détruit à petit feu et c'est le Burkina qui perd petit à petit des bras valides. C'est ça certainement qui entraîne cette montée de l'incivisme, vous avez dit, l'indiscipline au sein des élèves, certainement. Vous avez parlé tantôt de l'immersion patriotique et rien qui est quand le président échangeait avec la presse nationale et internationale, il est revenu sur ça. Oui. Il a d'ailleurs dit qu'il espère que les éditions à venir, au lieu de 30 jours, ça sera 45 parce que c'est au départ ce qu'il souhaitait. Est-ce que vous pensez que l'immersion patriotique des bacheliers, et pour à partir de l'année prochaine, ça sera breveté bachelier, ça va permettre que l'État vous rende peut-être des élèves plus consciencieux, plus gérables, que ce soit au secondaire et au supérieur? Est-ce que ça va impacter? J'avoue que l'immersion patriotique suscitait au départ quelques inquiétudes, tant au niveau des élèves qu'au niveau des parents d'élèves. Mais à l'arrivée, c'est vrai que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il faut toujours la parfaire. Nous avons vu les quelques coquilles qui s'y sont glissées. Mais dans l'ensemble, on pourra dire que l'immersion patriotique est un succès, un véritable succès. Et s'il y avait à refaire, il faut le refaire parce que nous avons ensemble constaté au plan national les résultats de cette immersion patriotique là où les élèves ont été transformés à plusieurs points de vue, du point de vue patriotique, du point de vue civisme, du point de vue respect des personnes âgées, du point de vue du respect de la hiérarchie. Il y a une très grande transformation. Et donc, si l'immersion était étendue sur une large gamme, en améliorant bien sûr certains aspects, pour que les coquilles que nous avons constatées, ça et là, puissent ne plus être d'actualité, je pense que ça va nous donner des étudiants et des élèves qui seront, je vous emprunte le mot, plus gérables dans l'ensemble de notre système éducatif. Vous êtes un syndicat et je voudrais bien vous entendre sur ce que le président a dit hier concernant les syndicats en général. Il a dit qu'il faudrait des syndicats qui ne copient pas forcément tout du syndicalisme impérialiste. Il faut des syndicats qui travaillent pour les droits, bien sûr, des travailleurs, pour leur épanouissement. Mais s'il y a des choses que les autorités ne peuvent pas faire pour les syndicats, ces syndicats devraient comprendre et puis se ranger en quelque sorte. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces propos? J'ai particulièrement suivi cette bretelle de l'intervention du président sur les syndicats parce que, comme vous le dites, je suis un responsable syndical et ne pas y prêter attention, c'est ne pas être en phase avec l'actualité du moment. Et quand j'ai écouté, j'avoue que je suis resté un peu sur ma faim parce que je m'attendais à ce qu'il aille au-delà et puis tendre davantage la main aux syndicats pour que nous puissions ensemble, main dans la main, travailler à relever les défis majeurs de ce pays. Et d'abord, le défi sécuritaire,
parce que nous avons également notre pierre à y apporter. Je dirais également que l'une des reproches faites par le président au syndicat, c'est de dire que il a écouté les syndicats, mais il a été déçu par la suite en termes de comportement. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de dialogue. S'il y avait eu peut-être suffisamment de dialogue, on aurait pu éviter les couacs qui sont arrivés, parce que nous sommes des Burkinabés, nous n'avons pas deux pays, nous avons un seul pays. Et ce que nous traversons actuellement, c'est une question de dignité, c'est une question d'honneur et c'est une question de souveraineté. Et il n'y a pas un seul syndicaliste, pour moi, de mon point de vue, en tout cas le SNES est dans cette dynamique. Nous ne voulions pas voir notre pays être sous domination, être sous le joug d'une autre entité. Donc de ce point de vue, je demanderais peut-être à ce que le gouvernement aille davantage dans le dialogue. On comprendra mieux les syndicats. Sinon, dans presque toutes les familles, il y a des brebis galeuses. Mais ce n'est pas la panacée chez les syndicats, les brebis galeuses. C'est vrai que quelques-uns peuvent avoir des écarts, mais on ne doit pas ranger tout le monde à l'interne. Nous sommes au niveau du SNES un syndicat qui est dans la co-construction. Et nous avons toujours, c'est notre ligne de conduite, nous avons toujours œuvré à ce que tout aille pour le mieux avec le gouvernement afin que nous puissions ensemble bâtir un Burkina Faso où il ferait bon vivre. Alors, il faut signaler qu'entre-temps, bien sûr, il y avait eu rupture donc, du dialogue entre gouvernement et syndicat, mais ça a repris récemment. Donc, on espère que, pourquoi pas, ça va continuer. Comme vous l'avez dit, plus vous allez échanger, plus vous allez vous comprendre. Nous l'espérons. Je faisais partie de la délégation qui a dialogué avec le gouvernement. Et j'avoue qu'au sortir de ce dialogue-là, nous étions satisfaits. D'abord parce que le fil du dialogue qui tendait vers la rupture a repris et s'est solidifié. Et nous avons pu nous asseoir ensemble et puis discuter des problèmes de la nation, discuter des problèmes des travailleurs. Et certains de ces problèmes ont déjà commencé à trouver solution. C'est pourquoi je dis, si nous nous asseyons, je pense que nous pouvons travailler à bâtir quelque chose de merveilleux pour ce pays. Nous ne faisons que défendre les intérêts des travailleurs. Et s'il y en a parmi nous qui ont des agendas cachés, bon, ça, ce ne serait pas bien parce que d'abord, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui doit être mis en avant. Merci bien. Alors, vous avez parlé du système éducatif plus haut parce que l'un des objectifs aussi du SNES, c'est de s'intéresser à cette question-là. Aujourd'hui, on parle de revoir le système éducatif pour que ça ne soit pas un système qui forme des chômeurs, qu'on parte plus vers l'entrepreneuriat, qu'on parte plus vers des séries peut-être scientifiques, industrielles, qui vont apprendre à ceux qui viennent à l'école à faire un métier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il y a même des réformes en cours, il faut le rappeler, que ce soit les curricula, que ce soit les livres, il y a des réformes en cours. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je suis en phase avec cette réforme du système éducatif parce que quand nous constatons, lors de notre dernier congrès, nous avons fait ce triste constat. En 2025, il y a eu 2 400 000 candidats qui ont postulé pour le concours direct de l'État. Et il y avait à leur servir 7 000 postes. Ces 2 400 000, s'il y a 7 000 postes qui se dégagent, il reste encore sur la touche. Et ça, c'est pour ceux qui ont juste pu déposer 2 300 000 et quelques chômeurs en phase d'attente formés par le système éducatif. Est-ce qu'en continuant sur cette lancée, on rend service d'abord à ceux conformes? Est-ce qu'on rend service au pays? Je dirais non. Ce qui fait que, je répète, je suis en phase avec la réforme actuelle. Une réforme d'abord qui a commencé depuis le supérieur en passant par le primaire et le secondaire avec le système licence, master, doctorat, avec la scission des 2 ministères tout dernièrement en 2024 où on a créé spécifiquement un ministère chargé des enseignements secondaires et de la formation professionnelle et technique. Et ce ministère-là a, dans sa vision, d'inverser la tendance enseignement général qui va devenir à minima et formation professionnelle et technique qui va être la majeure.
60% pour l'enseignement professionnel et technique et 40% pour l'enseignement général. Pour le moment, on est à 5% pour la formation professionnelle et technique et 95% pour la générale. Et nous voyons ce que ça donne comme débouché en termes d'employabilité. Donc, il y a effectivement une nécessité de réformer en profondeur, mais il ne faut pas réformer dans les mots, il faut réformer dans les faits aussi. Et cette réforme, pour axer beaucoup plus l'éducation sur le volet enseignement professionnel et technique, demande un investissement. Un investissement humain, il faut former des ressources humaines. Un investissement matériel, il faut de la matière d'œuvre et ça coûte cher, la formation professionnelle et technique. C'est pourquoi je dis il faut une bonne planification pour y arriver et faire de sorte que quand la tendance là va effectivement s'inverser, qu'il y ait effectivement un vivier professionnel employable répondant aux besoins du pays, et c'est par là que le développement commence. Sinon, si nous sommes dans une dynamique où effectivement on forme, quelqu'un arrive au bout et puis on te demande qu'est-ce que tu sais faire? J'ai la licence. Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai la licence. Mais la licence n'est pas forcément une compétence qui puisse ouvrir et on les voit revenir faire des concours qui n'ont rien à voir avec le profil académique pour lequel ils ont investi tant d'années d'études. Et c'est pour cela que je dis que je suis en phase avec cette réforme. Mais il faut aller vraiment à pas mesurer. Il faut aller avec une très bonne planification stratégique et il faut que les moyens de formation humains et matériels suivent. Parlons maintenant du congrès ordinaire du SNES. Entendez par là le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur. Vous étiez en congrès, c'était le week-end dernier. Alors, de quoi il était question? Quelles sont les activités que vous avez pu mener en 2 jours? Merci madame de revenir sur cet aspect du congrès. Parce que la thématique de notre congrès était en lien avec la question précédente que vous avez posée. Oui. Le SNES, dans un contexte de mutation du système éducatif, défis et perspectives. Le système éducatif est en train de muter, de changer de forme, et alors que nous étions un SNES dans un format ancien du système éducatif, il faut se réadapter et cela amène un certain nombre de défis à relever et nous devons dans cette dynamique-là émettre des perspectives pour pouvoir nous adapter à ce format de l'éducation qui se dessine. Et c'est dans ce sens que, répondant à ce que nos textes fondamentaux disent, statut et règlement intérieur, notre congrès se déroule tous les 3 ans et nous avons profité d'insérer cette thématique à l'intérieur de ce congrès pour réfléchir. Également, le congrès avait pour mission de renouveler le bureau exécutif, un bureau exécutif de 15 membres qui a été renouvelé et j'ai été à nouveau porté à la tête de la structure pour 3 ans et c'est encore un défi parce que ce n'est pas si simple le domaine syndical actuellement comme vous l'avez soulevé du reste avec la situation que vit le pays actuellement. Et nous avons pu dresser également une plateforme revendicative que nous allons adresser au gouvernement, même si certains peuvent trouver que ce n'est pas le moment de revendication. Mais il y a des minima et comme nous parlions du secteur de l'éducation, c'est un secteur où on ne doit pas marchander la qualité qu'il faut avoir à l'intérieur. C'est de cette qualité-là que vont sortir des éléments formés qui vont participer au développement du pays. Et nos revendications entrent en ligne droite avec simplement la qualité de l'éducation. Okay. Est-ce que pour les 3 ans passés, c'est un bilan positif que vous faites? Le mandat passé? Le mandat qui est passé, c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude du pays. Si on enlève les agents de santé, je pense que ce sont les enseignants qui sont dans les plus petits hameaux de ce pays-là et qui sont en contact direct avec la réalité et qui méritent qu'on les accompagne avec les moyens idoines pour exécuter la mission qu'on leur a confiée. Donc, de ce point de vue, ils n'ont pas toujours la possibilité de revenir vers l'autorité pour dire voilà ce qui nous manque, voilà ce qui nous manque. Nous sommes un peu le porte-voix de ces personnes qui sont souvent esselées dans certaines contrées, qui sont dans des zones reculées
et nous sommes leur porte-voix pour permettre à ce que l'autorité prenne en compte les conditions de travail afin de leur permettre de rendre avec efficacité ce pourquoi on les a employés. Et le syndicalisme, pour moi, aura bel et bien droit de citer toujours au Burkina. C'est vrai que peut-être, comme l'a dit le président hier, il faut revoir la manière de le faire, il faut recadrer un certain nombre de pratiques, et il ne faut pas confondre politique et syndicalisme, mais le syndicalisme a bel et bien sa place dans le tissu social burkinabé. Et quelles sont les perspectives du SNEF, du SNES du moins? Les perspectives que nous avons à court, moyen et long terme, d'abord, nous avons pour ambition d'aller vers l'autorité et de lui demander de travailler à ce que la formation continue soit maintenue. Une formation continue que nous voulons récurrente, parce que c'est ce qui va permettre à l'enseignant d'être plus efficace en classe. Sans cette formation continue, alors que nous sommes dans un système de réforme où sont introduits de nouveaux curricula, comme vous l'avez soulevé en début d'émission, avec une méthodologie nouvelle qui s'appelle l'APC, l'approche par les compétences. Et en tant que homme de médias ou femme de médias, je ne sais pas quel est le terme approprié. En tant que femme de médias, je suis convaincu que vous avez parcouru un peu les épreuves des différents examens et concours qui ont été implémentés cette année avec une nouvelle forme d'évaluation. Et certains se sont demandé, est-ce que c'est le bon format? Est-ce que oui, c'est le bon format parce que nous sommes dans une dynamique de réforme du système et cela amène à toucher pratiquement tous les pans du système éducatif là pour qu'il y ait un changement fondamental, pour que la qualité y soit davantage, mais également pour qu'il y ait moins d'échecs aux sorties du système. Et donc, nos perspectives, c'est de travailler à ce que le gouvernement puisse nous accompagner dans une formation de contenu de qualité afin que nous puissions prendre en charge les enfants à nous confier. L'autre perspective est de travailler à encore élargir le tissu syndical du SNES parce que nous avons des militants. Chaque année, le gouvernement recrute, mais nous aussi, nous devons recruter dans ce que le gouvernement recrute parce que ce n'est pas hors de ce vivier que se trouvent nos membres, c'est dans ce vivier. Et nous devions travailler à faire de sorte que le SNES grandisse au national comme à l'international, parce que ce qui fait la force d'un syndicat, c'est d'abord les membres, mais également la qualité de ses membres, ce qui ouvre sur une troisième perspective de former professionnellement et syndicalement nos membres pour que quand ils se retrouvent face à une situation, qu'ils s'en tirent à bon compte. Quand ils se retrouvent en situation de dialogue social avec une autorité quelconque, qu'ils s'en tirent à bon compte et non d'être dans la protestation vaine et inutile, parce que ce n'est pas ça le syndicalisme. Être syndicaliste, c'est savoir négocier avec respect et courtoisie. Et comme nous sommes à l'orée de la rentrée, puisque officiellement c'est le mercredi, donc dans 2 jours que les élèves vont reprendre les classes, donc le chemin de l'école, et vous aussi, je vais dire, ces enseignants-là. Alors, qui dit rentrée scolaire parle d'angoisse, que ce soit en termes donc de qualité de l'enseignement par rapport aux écoles que vous devrez choisir pour les enfants, le coût également, donc des scolarités, des fournitures et tout ce qui va avec. Alors, quel est le regard que vous portez sur cette rentrée qui arrive? Le premier mot que je vais prononcer par rapport à cette question, c'est de souhaiter une bonne rentrée scolaire à l'ensemble des acteurs, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, les personnels d'appui du système éducatif. Pour rentrer dans la question maintenant, je dirais que il y a comme une pression qui ne dit pas son nom, qui s'exerce sur l'ensemble des acteurs du système, y compris les parents d'élèves et les élèves. Les élèves, c'est vrai, c'est les retrouvailles pour renouer avec les amis, les camarades, etc. Mais 2 jours après, ils se rendent compte que l'élan de ces retrouvailles-là prend une autre forme parce que c'est le travail qui commence. Et là également, il y en a qui le prennent avec appréhension parce que souvent, il y a des changements de classe et ils ne sont pas rassurés par rapport s'il n'y a pas un accompagnement psychologique conséquent.
ils ne sont pas rassurés quand ils abordent les nouvelles classes. Il y a du côté des enseignants, nous, notre rentrée a commencé environ 2 semaines, le 15 septembre, on appelle ça la rentrée administrative. Nous nous sommes retrouvés pour apprêter le terrain afin que les élèves viennent. Et à ce niveau également, il y a le défi du matériel scolaire qui peut s'avérer insuffisant. Il y a le défi du personnel enseignant qui, là, j'avoue, est insuffisant sur le terrain à certains points de vue. Moi, je donnerai un exemple parfait. Je suis dans un lycée à côté des Savanes Médias, le lycée Marianne 2. Nous avons eu des professeurs qui étaient en départ, nous avons eu des professeurs qui n'ont pas été remplacés et on a lancé un cri de cœur au niveau de la direction régionale qui a bien voulu nous comprendre et qui finalement a permis au lycée de repartir sur un bon pied avec, n'eût été ça allait être compliqué parce que vous imaginez ce lycée-là, il y avait un seul professeur de PC. Ah oui. On a envoyé un second cette année. Donc, et ça, c'est juste un cas isolé. Et le lycée Marianne 2, c'est un petit établissement. Mais il y a de grands établissements qui en souffrent. À l'intérieur de Ouagadougou, comme à l'extérieur de Ouagadougou, surtout à l'extérieur, où les gens fuient pour venir vers les grandes villes. Je dis fuient, entre parenthèses, parce que chacun estime qu'il doit être dans la capitale. Alors que si tout le monde est dans la capitale, qu'est-ce qu'on fait avec les établissements qui sont hors de la capitale et de Bobo, la capitale économique. Donc il y a ce défi de l'insuffisance des enseignants qui se pose et l'État s'attelle à recruter, mais jusqu'à présent, le gap n'est pas comblé totalement. Il faudra encore des efforts pour le faire. Il y a le défi infrastructurel. J'ai, il y a en gros 7 ou 8 ans, tenu une classe où il y avait 123 élèves. Oui. Une classe de seconde. J'imagine que vous représentez l'atmosphère qu'il y a dans une telle classe face à un seul professeur. Et ces situations-là, nous les vivons toujours. Donc ce défi infrastructurel est là parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures pour accueillir l'ensemble des élèves. Et l'État devrait peut-être travailler à en construire davantage parce que l'éducation, c'est d'abord une fonction régalienne de l'État, même si le privé est en train de prendre une part importante, ce qui est dommage de mon point de vue parce que ce n'est pas le privé qui devrait dominer le public dans l'éducation. C'est le public qui montre le chemin et le privé vient en appoint. Mais si vous regardez à Ouagadougou ici, il y a plus d'établissements privés que d'établissements publics. Ce qui de facto me fait tomber du côté des parents d'élèves qui souffrent de la scolarité que ces privés la développent parce que il suffit d'avoir 1, 2, 3 enfants et tu te retrouves dans des difficultés. C'est vrai qu'il y a parfois une tendance de l'État à vouloir contrôler un peu ces privés-là, mais l'action ne va pas jusqu'au bout et les privés en font à leur tête. Et vous avez des établissements où la scolarité va jusqu'à 700 000, des établissements où ça va à 2 millions. Je regrette peut-être un aspect de la révolution de 1983 qui avait plafonné la scolarité et qui a permis aux citoyens lambda d'envoyer leurs enfants à l'école. Il faudra peut-être que le gouvernement revoie de ce côté pour voir si on ne peut pas soulager un temps soit peu les parents d'élèves en faisant comme ce qu'on a fait pour les motos. Il faut taper un peu dans la fourmilière pour ramener les choses à l'ordre, pour soulager les parents d'élèves. Moi, en tant qu'enseignant, je suis très mal à l'aise quand je suis en classe et on dit à tel élève, va dehors. Impayé. Tu es bouleversé. Et souvent, c'est le meilleur répondant de la classe. On le met dehors et il est malheureux. Même quand il revient, il est stigmatisé par ses camarades. Il ne se sent pas à l'aise et il n'est plus participatif. Il n'est pas le fautif principal. Ce sont ses parents qui doivent payer. Mais un parent qui a des défis divers également, j'avoue que le gouvernement gagnerait à regarder beaucoup plus dans ce secteur-là en y mettant un peu de l'ordre. Merci beaucoup, Monsieur Compaoré. Notre temps d'entretien est terminé. Ça passe vite. On vous permet un mot de fin avant qu'on se dise au revoir. Merci beaucoup. Vraiment, le temps passe vite. Je ne l'ai pas vu écouler. C'est ça. Et en guise de dernier mot, je voudrais d'abord remercier Savane FM qui a permis aux représentants du SNES que je suis de venir échanger avec
l'auditoire. Et je dirais que le SNES, dans la dynamique d'apporter sa touche au système éducatif, est dans la lancée de permettre à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des personnels du système éducatif de trouver leur compte dans ce que nous faisons. Et sans faire de la campagne, je dirais que celui qui vient au SNES, il y trouvera son compte parce que nous sommes ouverts à tous les militants qui voudraient partager notre idéologie. Je dirais également bonne rentrée scolaire à l'ensemble des acteurs. Merci à Savannah FM encore de nous avoir invités. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Souleymane Compaoré est le secrétaire général du SNES, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Et nous sommes de retour sur le plateau. Merci en tout cas à toute l'équipe du musée de Warba de Zorgo pour l'accueil. On dit merci aussi à Ahmed Joël Compaoré, mon binôme, qui était avec nous pour ce voyage au niveau de Zorgo. C'est l'occasion aussi de dire merci à notre partenaire, l'agence Faso Tourisme, qui a organisé EducTour, qui nous a permis de visiter ces sites touristiques donc, du Burkina Faso. Alors, fidèles téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Oui, on s'arrête ici pour l'aventure de ce matin. On vous souhaite une excellente semaine. Profitez de cette semaine-là et prenez grand soin de vous. On se retrouve, Inch'Allah, demain mardi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Allez.